Quand on débute l'entraînement, ça peut être difficile de comprendre comment choisir son programme d'entraînement, quels paramètres respecter. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance, on va parler d'une partie 1 des paramètres d'entraînement, soit la périodisation ou les splits d'entraînement. Comment choisir ces exercices? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre en particulier et comment planifier le nombre de séries qu'on doit faire? Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Alors, on va commencer par les splits d'entraînement, puis Jérémy, je te laisse y aller. Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Hein? C'est quoi le meilleur split? D'un, c'est quoi un split d'entraînement? Ouais. C'est Commençons la par clarifier ça. façon qu'on distribue notre entraînement sur une semaine. Fait que tout dépendant le nombre de journées, on va avoir d'autres façons des façons différentes de distribuer notre entraînement. Est-ce que tu veux un push-pull legs, par exemple? Est-ce que tu veux faire un muscle par jour? Est-ce que tu veux faire un haut du corps, bas du corps? Juste tout le corps tout le temps? C'est vraiment souvent un choix personnel. Puis, on demande beaucoup, tu sais, c'est quoi le split? C'est quoi le meilleur split? Puis ça, c'est quelque chose que je suis habitué de répondre maintenant. Puis, tu sais, on dirait que ma réponse est déjà toute faite. C'est que il n'y a pas de meilleur split. Tu sais, je vais te laisser renchérir là-dessus, mais selon moi, en tout cas, il n'y a pas de meilleur split. Tu peux t'en sortir en faisant des splits qui sont totalement absurdes tant que tu as une certaine logique derrière. Exactement. Tu sais, ce qui est intéressant à voir, en fait, quand on pense à un split d'entraînement, c'est que c'est quoi la fréquence d'entraînement en partant? Tu sais, on ne peut pas décider d'un split d'entraînement sans savoir combien de fois par semaine ou par période, qui n'est pas obligé d'être sur 7 jours, mais par exemple sur 10 jours, combien de fois est-ce qu'on peut s'entraîner? C'est ça qui va définir le nombre de fois que tu vas diviser, répartir tes séances. Par la suite, tu vas avoir ton objectif. Ça va beaucoup impacter parce qu'il y a certaines personnes qui ont un intérêt davantage à développer leur haut du corps ou avoir une moins haute fréquence au haut du corps ou une plus haute fréquence au haut du corps et inversement, simplement parce qu'ils ont un objectif qui est spécifique. Fait que la deuxième étape après la fréquence, c'est de savoir, OK, ben c'est quoi ton objectif en tant que tel. Ouais. Par la suite, ben c'est là qu'on peut devenir, il y a quand même une liberté qui est créative et qu'il faut qu'il y ait une intention à ton split. Les plus communs qui existent, c'est vraiment les full body. Premièrement. Full body, c'est un type de journée qui peuvent être, mettons, beaucoup recommandé chez les personnes qui ont moins de possibilités de fréquence d'entraînement. Ça, c'est quand on fait dans le fond, n'importe quel groupe musculaire dans la journée. Fait qu'un full body, c'est pas obligé d'avoir tous les muscles, mais on a quand même une répartition de différents groupes musculaires à travers les exercices. Par la suite, on a les upper-lower. Fait que les hauts du corps versus le bas du corps. Généralement, quand on a des fréquences de 4 fois semaine et plus, on commence à les intégrer. Puis je te laisse poursuivre avec les autres. Mais c'est sûr que, rendu là, après, il y a plusieurs façons, je pense, que tu peux développer à partir de 5-6 fois. Il y en a qui, tu sais, le favori de la foule, je pense, c'est le push-pull legs. Fait que c'est une journée où tu entraînes tes pectoraux, tes épaules et tes triceps. Une autre journée, c'est un pull, fait que tu vas aller entraîner ton dos, tes biceps. Puis la dernière journée, c'est les jambes. C'est une façon de redistribuer ça pour être sûr que tu ailles chercher, mettons, chaque jour au moins 2 fois à peu près dans ta structure. Fait que le push-pull leg, c'est une idée. Il y en a qui aiment ça faire aussi des entraînements du genre « Ah, je fais juste mon chest ». Ouais. Je fais chest triceps, après je fais dos biceps, puis après je sais pas, je fais mes jambes avec mes épaules. Rendu là, c'est plus une question de est-ce que tes muscles ont eu le temps de récupérer avant ta prochaine séance. Puis c'est ça qui est l'important à prendre en considération. C'est pour ça que, mettons, que tu me dis que tu t'entraînes 5 fois semaine puis que tu fais des full body. La réalité, c'est que ça veut dire qu'il y a sûrement 2-3 jours back-à-back où tu refais les mêmes muscles. Mais qu'est-ce qui est important en musculation, dans le développement de la masse musculaire, c'est que le repos, c'est ce qui permet à ton muscle de se développer. Fait que si tu n'as jamais de repos, puis tu es toujours en train évidemment, de t'entraîner, puis là, le lendemain, je m'entraîne encore, puis là, ben, tu ne laisses jamais le temps à ton corps de se développer, tu ne laisses jamais le temps à ton corps de se reposer, de récupérer, ce qui fait en sorte que, évidemment, avec le temps, tes performances descendent, tu finis en surentraînement parce que tu fais juste tout le temps entraîner les mêmes muscles sans les laisser se reposer. Fait que l'idée derrière ça, c'est choisir un split qui te permet d'avoir une certaine intensité, puis qui te permet d'avoir le temps de récupérer. Fait que rendu là, on a vu des choses qui sont plus comme hors du commun, du genre chest et ischio-jambier.
chest et quad. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui est problématique avec ça tant que tu es en mesure de récupérer. Si tu fais, mettons, tu peux faire ton chest avec tes quads, puis après faire ton dos avec tes ischios, puis c'est super correct. Mais il faut juste que tu leur laisses le temps. Puis en temps normal, tu sais, on va chercher un 40 à 72 heures de récupération entre les muscles. Mais évidemment, c'est du cas par cas. Oui. Parce que, mettons, toi, tu commences à t'entraîner, tu décides que tu y vas à fond. Ça se peut que ça prenne plus que 72 heures. Oui. Mais quand même, c'est justement pour ça que le split s'adapte. C'est beaucoup en fonction de la personne. Puis aussi avec le niveau d'entraînement d'une personne. Quand on est débutant, à peu près n'importe quel stimuli va être suffisant, mais plus on devient avancé, plus on doit aller chercher une intensité spécifique dans certains groupes musculaires. Donc là, c'est là que les splits deviennent plus avancés, que peut-être les fameux bro splits, là, fait qu'une partie du corps devienne plus intéressant. Mais généralement, une règle que j'aime appliquer avec les débutants et les intermédiaires, c'est qu'on veut au moins avoir 2 fois par 7 à 10 jours le même groupe musculaire qui est réentraîné. Chaque groupe musculaire a des délais de récupération qui sont différents. Il y a même une étude récente qui est sortie là, par rapport à ça. Je vais la mettre dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais par exemple, on a découvert que les pectoraux, ça leur demandait beaucoup plus de récupération, jusqu'à 5 jours versus les quadriceps. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi de faire l'expérience. Par la suite, on va faire varier les splits en fonction aussi d'un objectif. Par exemple, on entend souvent ça, les gens sont comme « Hey, mon chest est en retard, mes pectoraux sont en retard par rapport à mes épaules ou par rapport à mon dos. » Puis là, ce qui est intéressant à considérer, c'est OK, comment est-ce que je peux augmenter le volume, admettons, pour travailler mes pectoraux sans impacter tous mes autres entraînements. Puis c'est là qu'après, c'est là que les splits deviennent beaucoup plus créatifs. Et là, OK, bien, ça se peut que tu fasses justement, comme tu disais, chest avec tes quads, justement pour permettre de rattraper, ou que tu sépares les épaules de tes entraînements de pectoraux. Ouais. Fait que pour résumer, dans le fond, les splits d'entraînement, c'est vraiment selon les besoins de chacun. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas les moyens de vous fournir un coach, bien, prenez un split qui correspond, mettons, à votre fréquence d'entraînement. C'est vraiment la base. Puis par la suite, si vous avez vraiment des besoins qui sont plus spécifiques, vous voulez être sûr d'avoir une belle programmation, bien, c'est là qu'on fait affaire avec des entraîneurs ou des kinésiologues, justement. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au split? Ben, tout ce que je veux rajouter, en fait, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Puis c'est surtout une question. En fait, c'est pas que c'est pas si compliqué, c'est qu'il faut pas se casser la tête là-dessus. Ouais. Tu sais, juste s'entraîner, c'est quelque chose qui va être positif. Puis des fois, on cherche tellement ce qui est optimal. Tout le temps, ce qui est optimal. Alors, c'est quoi la meilleure chose? La meilleure chose? La meilleure chose, c'est que tu prennes quelque chose, tu stick with it, puis tu décides de juste le faire sur le long terme. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats. Fait que tu sais, si tu es à 5 fois semaine, tu es encore dans un haut du corps, bas du corps, mais là, tu as entendu qu'on a dit peut-être qu'à 5, tu peux être dans un push-pull legs. Tu peux très bien rester dans un haut du corps, bas du corps si ça fonctionne. C'est un bon split, c'est tous des bons splits, ça dépend vraiment juste de ce que tu veux faire. Puis à un moment donné, tu es tanné de ton haut du corps, bas du corps, tu veux un petit peu plus de variété, entraîner plus de différents muscles à chaque jour, mettons, à ce moment-là, push-pull leg, ça peut être l'affaire que tu peux faire. Fait que, tu sais, rendu là, c'est comme cassez-vous pas la tête, puis allez-y avec ce que vous faites, ce que vous êtes confortable, puis ce qui fonctionne en fonction des jours, justement, comme tu as dit. Ouais. Puis souvent, on a envie d'avoir le split le plus avancé. Puis là, il y a 2 options. Soit ça nous amène à l'inaction, soit on prend quelque chose qui n'est vraiment pas adapté à notre fréquence d'entraînement qui est réaliste. Puis ça, on en a parlé dans les autres podcasts. Mais le plus important, c'est de trouver une fréquence d'entraînement qui fonctionne et le split qui est adapté. Ce n'est pas à vous de vous adapter au split d'entraînement. C'est de choisir un split qui est adapté à vous. Ça a du sens. Puis justement, là, une fois qu'on découle de ça, une fois qu'on a notre split, il faut choisir les exercices. Puis là, ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent difficile parce que sur Internet, on va voir « Ne fais pas cet exercice-là, c'est pas un bon exercice, mais il y a lui que c'est un bon exercice. » Fait que là, ça rend ça difficile de savoir « OK, mais qu'est-ce qui est un bon exercice puis qu'est-ce qui est un mauvais exercice, justement? » Définitivement, il y a cette pression-là, c'est un peu comme les bons puis les mauvais aliments. C'est un peu la même chose. Il n'y a pas de mauvais exercices en tant que tels. Les exercices ont tous des bénéfices, des avantages et des inconvénients qui doivent être bien entendu réfléchis, mais c'est très rare qu'il va avoir un gros impact. Le choix de l'exercice. Si on veut entraîner les pectoraux, il y a tellement de manières de le faire. Il y a différents stimuli à aller chercher. La réalité, c'est que si vous êtes débutant, ça n'aura pas tant d'importance que ça. À quel angle de force, à quel angle est-ce que la force la plus élevée pour ton pectoral, etc. Souvent, on présente ça dans les exercices, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus avancé. Au début, on veut un stimuli, on veut quelque chose qui recrute le muscle qui est spécifique, mais au final, si c'est un exercice de pectoraux, c'est un exercice de pectoraux, tout simplement.
Ouais, puis tu sais, c'est sûr que d'une personne à l'autre, il va y avoir des trucs que certaines personnes vont préférer. Fait qu'il y en a qui, justement, qui aiment développer leur chest avec le bench press, par Ouais. exemple. Puis il y en a qui vont dire, le bench press, c'est le démon. La réalité, c'est qu'il y a certains exercices qui vont peut-être plus engager d'autres groupes musculaires. Fait que quand tu n'as pas nécessairement la technique de base, c'est plus facile de compenser sur ces exercices-là. Est-ce qu'on peut pointer du doigt cet exercice-là puis dire, hey, c'est un mauvais exercice, mets-le pas dans ton programme? Pas vraiment. C'est peut-être juste que tu n'as pas encore la technique, tu n'es pas encore assez, comme, c'est ça, justement, sharp sur ta technique pour être capable de le faire sans nécessairement engager d'autres muscles. Mais l'exercice en tant que tel, c'est pas la faute, c'est pas la cause. Puis, fait qu'il n'y en aura pas non plus un exercice. Tu sais, des fois, tu vas voir des gens qui disent le leg press, ça sert à rien. Les squats, c'est tellement mieux. La réalité, c'est que c'est le même mouvement. Ouais. Tu sais, c'est que ça change pas grand-chose. C'est une triple extension à la hanche. Fait que, tu sais, c'est comme ça change pas grand-chose tant que ça. Fait que, tu sais, c'est plus une question de préférence rendue là. Ce qui nous amène justement au point de l'exercice que comme choisis évidemment les exercices que tu aimes faire. Puis déjà au début, ça va juste te motiver plus à aller au gym. Parce que tu sais, si je te dis le leg press, ça sert à rien, puis toi, tu aimes le leg press, évidemment, je dis pas ça, là, c'est un exemple. Puis je te dis non, il faut vraiment que tu fasses du squat avec la barre en arrière. Puis toi, tu détestes ça, tu te sens pas stable là-dessus, mais je te dis non, c'est juste ça qui fonctionne. Mais tu vas essayer, tu vas pas être confiant, ça te tentera plus d'y aller. Puis déjà là, ça c'est vraiment problématique pour tes résultats. Tandis que si tu avais juste continué avec le leg press, ben, tu aurais eu les résultats. Oui. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça le principe des exercices. Mais rendu là, ce qui est important aussi, c'est, tu sais, parce que là, ça, on peut mettre un ordre d'exercice dans l'entraînement, ça c'est normal, puis il devrait avoir un ordre Toujours. dans l'exercice, Ouais. dans les, mon Dieu, je veux dire, dans les exercices, excuse-moi. Puis il devrait avoir un nombre d'exercices aussi, tu sais, parce que des fois, puis j'ai été la première personne qui faisait ça, 2 heures et demie de temps, je m'entraînais, je faisais 8 séries de chaque exercice, je faisais genre 12 exercices par entraînement, tu sais, non-stop, là, tu sais, hardcore, évidemment, c'est pas la chose à faire, on le sait maintenant, puis on est là pour vous le dire, mais combien d'exercices tu devrais viser, comment tu penses à ton programme de ce côté-là? Quand je prends le temps d'y penser, je pense au temps qui va être imparti à la personne. Fait qu'il n'y a pas tout le monde. Normalement, l'idéal, en fait, ce serait d'avoir des séances de 1 heure à 1 heure et quart, 60 à 75 minutes. Mais il n'y a pas tout le monde que ça. Ça, c'est vraiment un monde idéal. Et généralement, comment est-ce que j'aime l'expliquer? C'est que j'y vais par nombre d'exercices puis par nombre de séries. Généralement, notre objectif, c'est d'avoir, mettons, en moyenne, mettons, 6 à 7 séries par groupe musculaire. Fait qu'on pourrait assumer qu'on aurait chaque exercice, c'est environ 3 à 4 séries. Fait qu'on va dire qu'on aurait 2 exercices de 3 à 4 séries par groupe musculaire dans une séance. Par la suite, si on sait qu'environ 2 exercices à 3-4 séries, c'est environ une vingtaine de minutes. Fait qu'on sait qu'on peut avoir environ un 5, 6, peut-être 7 exercices différents au sein d'une même séance. Ça, c'est si on a une manière très linéaire de faire un programme d'entraînement. T'sais, si on a des techniques d'entraînement qui sont d'intensification qui sont plus avancées, bien là, on peut avoir des supersets, des dropsets, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça fait que là, on peut avoir plus d'exercices. Mais règle générale, mes recommandations de base, c'est 5 à 7 exercices. Puis il y en a qui vont se dire, c'est peut-être pas énorme, ça n'a pas l'air énorme, mais c'est que le temps de repos est aussi important là-dedans. Fait que moi, comment je pense à un programme, c'est le temps qui est imparti en premier et par la suite, par tranche, mettons, de 20 minutes, bien, on a le temps de faire environ 2 exercices de 3 à 4 séries chacun. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Ça a du sens. Puis à partir de là, maintenant qu'on sait qu'on a à peu près 5 à 7 exercices, évidemment la recommandation générale, comment est-ce qu'on les place? Faut penser un petit peu en ordre de c'est quoi la priorité. La priorité, souvent, c'est travailler le plus gros, l'exercice qui requiert le plus de masse musculaire, l'exercice le plus complet, le plus difficile à faire, lui qui requiert le plus d'énergie, mais logiquement, tu veux mettre cet exercice-là en premier. Ça, c'est sûr. Fait que si on prend l'exemple de, je sais pas, une journée de jambes, OK? Fait évidemment, si tu prends une journée de jambes, est-ce que tu vas faire ton leg extension pour travailler seulement ton quad au début? Quand ton premier exercice, ça pourrait être un squat qui travaille justement un petit peu de mollet, les fessiers beaucoup, les quads aussi. Fait que tu as un exercice plus complet qui travaille plusieurs muscles, qui demande beaucoup plus d'énergie. Bien, il devrait être mis en premier. C'est logiquement parce que le poids que tu fais au début sur cet exercice-là, si tu fais tous les autres exercices avant, tu ne vas jamais équivaloir ce que tu aurais pu faire en début de séance.
Fait que logiquement, la structure, tu veux toujours y aller en fonction de plus gros groupes musculaires, exercices plus complexes, vers plus simples et plus petits groupes musculaires. Ouais. Ça a du sens? Tu es d'accord avec moi, Ouais. j'imagine? J'ajouterais là-dessus aussi que la raison pour laquelle on veut prioriser comme ça, c'est que les exercices comme un back squat ou un deadlift, ça crée une fatigue généralisée. C'est pas une fatigue qui est locale. Fait qu'on a notre corps, nos muscles, quand ils font des contractions, puis son énergie à différents endroits. Idéalement, c'est dans nos réserves d'énergie musculaire, mais il y a aussi l'énergie qui est libre en circulation sanguine, dans les réserves de glycogène dans le foie. Bref, les gros mouvements demandent beaucoup d'énergie généralisée. Fait que ça va avoir de gros impacts sur les performances des exercices suivants. Donc, si on fait nos exercices d'isolation, ça va bien, puis là, on va perdre de l'énergie au niveau local, bien là, chacun de nos gros exercices, nos gros mouvements va nous taxer encore plus déjà qu'on en a perdu. Même chose quand les gens font du cardio avant leur entraînement là-dessus. Ça, on s'éloigne un peu quand même, mais si le cardio, c'est souvent une activité qui demande de l'énergie qui est généralisée à tout l'ensemble du corps, contrairement à la musculation qui est beaucoup plus localisée au niveau intramusculaire. Fait que c'est la seule chose que je voulais ajouter là-dessus, puis pourquoi on a une ordre de priorité dans les exercices. C'est parfait. Puis justement, c'est ça le principe. On va l'aborder parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Mais le cardio, le principe est tel que ça dépend encore une fois de ce que tu veux prioriser. Parce que si, évidemment, tu veux devenir marathonien, on ne va pas te dire de mettre le cardio en deuxième. Évidemment, peut-être que là, le cardio va être prioritaire. Mais pour tous les autres objectifs où tu veux maintenir la masse musculaire, augmenter ta masse musculaire, bien, le cardio devrait être en deuxième, justement pour la raison que Simon vient juste de mentionner. Tu te fatigues. Tu te fatigues et tu perds tout le potentiel que tu avais sur les autres exercices qui était ta priorité alors que tu les as mis en deuxième. Fait que l'idée, c'est priorise en fonction de ce qui prend le plus d'énergie et puis ce que toi tu veux. Puis ce que je veux dire par là aussi, par ce que toi tu veux, c'est que, évidemment, en ce moment, je suis en train de dire textuellement, ne mets pas tes biceps en premier. Par contre, il y a certaines personnes qu'avec le temps, ils réalisent, je sais pas, que les biceps, c'est vraiment un weak point. Est-ce que ça veut dire qu'en aucun cas, tu devrais mettre les biceps en premier? Non, il y a certains programmes, encore une fois, c'est ton programme, il est personnalisé à toi. Certaines situations où peut-être que les biceps vont être en premier parce que tu veux encore plus engager tes biceps, tu veux encore plus développer tes biceps pour que les biceps rattrapent les autres muscles. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est à ta discrétion si tu juges qu'évidemment, c'est un weak point, mais avant de juger toi-même que c'est un weak point parce qu'on veut toujours plus des plus gros bras, on s'entend. Tu vas chercher l'avis de quelqu'un, regarde avec un coach, tout le kit, mais l'idée, c'est que c'est quand même possible, c'est pas impossible de le faire. Exact. Puis il y a une étude qui a été faite par Brad Schoenfield aussi là-dessus qui mentionnait que à la fois, ils ont comparé le recrutement l'ordre, dans le fond, que les gens faisaient l'exercice, puis lequel avait le plus de développement. Puis la conclusion, c'était que indépendamment de l'exercice au début, les groupes musculaires qui étaient ciblés en premier étaient ceux qui avaient le plus de résultats d'un point de vue d'hypertrophie. Fait que justement, pour faire un pont sur ce que tu as dit, si ton objectif, c'est de développer encore plus tes biceps parce qu'il y a du retard, mais le fait de l'entraîner en premier, tu vas être frais, tu vas avoir de l'intensité, mais ça va faire aussi que dans tout ton entraînement, il va être davantage pré-fatigué, pré-sollicité aussi, plus activé d'une certaine manière. Et là, ça fait qu'on peut avoir plus de bénéfices au niveau de l'hypertrophie. Encore une fois, l'ordre des exercices, c'est quelque chose qui est malléable dans le temps. C'est pas fixe. Mettons que tu as un split ton split, c'est tout le temps le push-pull-leg. Bien, ça se pourrait que, mettons, dans ton push pendant 4, 8, 12 semaines, mais ce soit tes pectoraux qui sont en priorité. Puis après, tu vas faire, après ces 12 semaines-là, bien là, ça va être les épaules qui vont être en priorité sur les pectoraux, et etc. Mais ça devient vraiment plus de la spécialisation. Puis c'est là que le bodybuilding rentre beaucoup plus en considération. Fait que si vraiment votre objectif, c'est le développement musculaire d'un style bodybuilding, bien c'est là que l'ordre des exercices et la priorisation ont encore plus d'importance. Oui, excuse-moi, t'as ajouté. Oui, ben en fait, je vais faire un petit peu du pas sur ce que tu disais tantôt. Tu as dit à peu près 6 séries par groupe musculaire environ par entraînement. De où tu prenais cette source-là? Parce que j'ai l'impression que tu extrapoles peut-être d'un autre concept qui va justement très bien aller avec notre prochain sujet qui est le nombre de séries. Tu sais, comment ça fonctionne, ça? Fait que le nombre de séries, sur quoi on se base, c'est qu'on veut regarder, OK, combien de séries est efficace pour développer un muscle. Et il y a ce concept-là que lorsqu'on entraîne environ... En fait, un muscle devrait être entraîné pour un idéal en hypertrophie entre 10 et 20 séries par semaine. Voilà. C'est là qu'on s'en C'est là que je voulais que Fait qu'en 10 à 20 séries par semaine. Puis il faut imaginer ça comme une cloche. Fait qu'on imagine que plus on fait de séries,
plus on avance haut dans la courbe. Mais il y a un point où est-ce que en faire plus n'amène pas nécessairement de bénéfices. Ouais. Et c'est là que la courbe devient descendante. C'est pour ça qu'on cible un 10 à 20 séries par groupe musculaire. Par contre, ce n'est pas possible généralement de faire 10 à 20 séries par groupe musculaire pour tous les groupes musculaires du corps, parce qu'on a quand même une fréquence d'entraînement qui peut être limitée dans certains contextes. Donc, c'est là aussi qu'on vient, on refait du pas ce qu'on disait, prioriser les exercices. Parce que souvent, l'exercice d'isolation, comme mettons travailler les biceps, ils ont peut-être plus vers proche du 10 séries par semaine versus 20. Mais bref, ça retourne. Fait que l'idéal, c'est d'être entre 10 et 20 séries par semaine. D'où pourquoi je mentionne souvent que idéalement, on voudrait avoir 6 à 7 séries par groupe musculaire par jour d'entraînement. Parce que, si je retourne à ma recommandation encore d'avant, idéalement, on voudrait travailler 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Donc, si on a 6 à 7 séries par groupe musculaire, environ 2 fois par semaine, bien, on est environ à 12, 13, 14, 15 séries par semaine. Fait que c'est de là que j'extrapole cette réflexion-là. Est-ce que c'est possible d'en faire plus? Certainement. Est-ce que c'est possible d'en faire moins? Certainement, mais ça va dépendre de votre fréquence, de votre structure, de votre choix d'exercice aussi. Fait que c'est de là que je venais extrapoler là, les résultats. Ouais, puis ce que je veux mentionner aussi avant que je l'oublie, c'est qu'évidemment, ça, c'est souvent des études qui sont faites sur des gens qui ne sont pas dopés. Puis ça, des Oui, fois, il y a tout des à gens fait. qui sont comme, ah, mais ça n'a pas rapport parce que moi, je peux faire autant de volume que je veux, puis je prends la. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Si quelqu'un est dopé, il n'y a pas besoin de suivre cette limitation de volume. Mais pour quelqu'un qui est naturel, c'est parce qu'on essaie de rester dans ce range-là, puis d'aller augmenter l'intensité à partir de là pour être sûr d'avoir le meilleur stimuli pour ces 10 à 20 séries par semaine aussi, par groupe musculaire évidemment. Fait que je sais que ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand tu y penses, il suffit de monter ton intensité, puis ça va devenir beaucoup. Je sais pas si ça a du sens, parce que c'est sûr que 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, si tu n'es pas aussi intense que tu le pourrais, ça ne sera pas beaucoup. Ça, c'est normal, tu ne vas pas avoir l'impression que ça va être beaucoup. Mais tu sais, si justement on parle du 6 à 7 séries, mettons pour les pectoraux, tu peux facilement te détruire les pectoraux à 6 à 7 séries. Ça dépend vraiment de l'intensité que tu y mets. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'intensité là-dedans. Mais là, on sort un petit peu de... Oui. Mais ça vient un peu amener le point aussi que le nombre de séries, dans le fond, c'est juste le nombre de fois qu'on a des répétitions ou en fait un cadre, un nombre de répétitions avec un temps de repos après qui est fait de manière continue. Et ce qui arrive, c'est que là, on a la question, est-ce que chacune des séries doit être à l'échec musculaire? C'est ça. Ça, c'est un autre point. C'est intéressant, puis ça, c'est un autre point super important parce que il faut toujours essayer d'être comme pas loin de son échec musculaire parce qu'on veut aller chercher de l'intensité. Par contre, être continuellement à l'échec musculaire, donc vraiment au maximum de ce que ton muscle peut être capable de faire, ça amène énormément de fatigue générale, fatigue du système nerveux, ça rend ça très difficile de récupérer aussi. Fait que tu sais, si tu as, mettons, un haut du corps, bas du corps, puis tu sais que dans 2 jours, tu vas refaire le haut du corps, mais tu as tout porté à l'échec, tu es encore démoli, ton muscle est encore fatigué parce que tu lui as donné une intensité qui est trop pour ce que lui peut prendre, puis après tu vas le réentraîner, bien, tu risques de rentrer dans un cycle de surentraînement. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est encore de doser l'intensité. Ça a l'air plus compliqué, mais l'idée, c'est que moi, ce que j'aime faire souvent, c'est va toujours à 1 à 2 répétitions proches de ton échec, puis la dernière série, là, tu peux y aller directement à l'échec le plus loin que tu peux. Comme ça, tu ne les apportes pas toutes à l'échec, puis tu as le temps de récupérer. Puis, c'est vraiment une fonction de, OK, ben à quel point je peux mettre de l'intensité puis quand même récupérer. C'est vraiment ça l'idée derrière ça, là, au niveau des séries de l'échec. Puis je trouve que ça, c'est un super outil. Puis comment je l'explique tout le temps, c'est que, exactement, tu vas avoir 1 à 2 répétitions en réserve avant l'échec pour tes premières... Prenons l'exemple d'un 3 séries, pour tes 2 premières séries. Par la suite, à ta dernière série, l'intention, c'est que tu en fasses le plus possible avec une bonne technique sécuritaire naturellement. Et dans le fond, le but, c'est de faire des répétitions jusqu'à ce que tu sois plus capable de faire la phase concentrique. Fait que souvent, c'est la phase où est-ce que ton muscle se raccourcit. Tu vas plus être capable de pousser ou de tirer. Et garde juste en tête que tu vas en faire le plus possible pour ta dernière série.
si tu vois qu'à ta dernière série, tu en as fait une quantité astronomique, là. Fait qu'à mettons, tu faisais 10 répétitions dans tes 2 premières séries, tu croyais que tu étais proche de l'échec et que dans ta dernière série, tu es vraiment allé jusqu'à ce que tu n'étais plus capable de pousser, puis tu en as fait 16, bien, ça veut probablement dire que tes premières séries, tu n'étais pas encore très proche de ton échec. Donc là, tu as l'option d'augmenter ton nombre de répétitions ou d'augmenter la charge. Mais ça fait qu'aussi, la dernière série devient d'une certaine manière un indicateur d'intensité qui va permettre de bonifier la prochaine fois que tu vas faire ta séance puis être comme, hey, la dernière fois, j'en ai fait 16 à 50 livres. Ben, OK, j'aurais peut-être pu en faire à 52,5, un 12, 12, 12 par exemple. Ouais. Fait que, utiliser ça aussi comme indicateur, c'est quelque chose que moi je mentionne tout le temps là, à mes clients, c'est votre dernière série, c'est votre indicateur, celui qui régule toute l'intensité de votre entraînement. Fait que servez-vous-en pour ça. Donc là, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. On a vraiment un peu décortiqué les paramètres d'entraînement et le but, c'est vraiment que vous ayez une compréhension générale de la réflexion derrière la composition d'un programme. Est-ce que vous avez tous les outils pour produire un programme qui pourrait être, entre guillemets, parfait? Non. Mais ça vous donne un peu de contexte, puis ça vous permet de vous indiquer, OK, est-ce que le programme ou la structure que j'ai choisi est adapté à mes besoins? Je vous avertis tout de suite, oui, il va y avoir une partie 2 sur les autres paramètres d'entraînement. Inquiétez-vous pas. Mais la semaine prochaine, on ne parle pas de ça. La semaine prochaine, on va parler des 3 questions les plus fréquentes par rapport à la nutrition cette fois. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire sur Instagram. C'est là que Jérémy et moi, on est le plus actifs. Vous pouvez écrire à coachj.knvl ou coachsim.knvl et ça va nous faire plaisir de vous répondre. On se revoit la semaine prochaine.